Bonjour, bienvenue à la formation Pacte du Travail, transmission d'entreprise. Objectif de la formation: maîtriser le cadre fiscal du Pacte du Travail, connaître les différentes opérations autorisées et celles interdites aux différentes phases du Pacte du Travail. On verra qu'il y a 5 phases du Pacte du Travail. Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte et notamment la fonction de direction. Pour moi, la fonction de direction est le point sensible, le point faible du pacte du travail. Et surtout, comment savoir transmettre en gardant les pouvoirs? Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise, bien souvent, transmettre, c'est mourir. À moins de lui faire conserver les pouvoirs. Et là, il accepte de transmettre. La formation comprend 4 grandes parties: présentation, le du travail société, 787B du Code général des impôts, le du travail entreprise individuelle, et nous terminerons par des exemples d'applications pratiques avec des stratégies fiscales Pacte du travail. Présentation. L'origine, la philosophie du Pacte du travail. Il est toujours bien de rappeler la philosophie du législateur dans les actes. Synthèse du Pacte du travail, et avec des exemples de montants de calcul des droits de mutation à titre gratuit, avec du travail, sans du travail, en pleine propriété, en nue propriété, et les textes de référence. On va voir que les enjeux sont tellement importants du pacte du travail qu'il est bon de s'y plonger de temps en temps. Mais plutôt que de relire les 3 instructions fiscales, eh bien, vous avez les références pour aller chercher le point qui vous intéresse plus particulièrement. Les sociétés, j'insisterai sur le du travail société, beaucoup moins sur les entreprises individuelles. Le texte est beaucoup plus simple d'ailleurs. Donc, pour les sociétés, les conditions générales, l'engagement collectif ou l'engagement unilatéral de conservation, j'emploierai toujours le terme d'engagement collectif de conservation, l'engagement collectif réputé acquis et l'engagement post-mortem, ensuite l'engagement individuel de conservation, l'apport à une holding du travail avec les contraintes du travail après la transmission. On peut faire apport, c'est une disposition qui a évolué, on peut faire apport dès lors que la transmission a eu lieu à une holding du travail. On verra les contraintes. Et on verra aussi toutes les situations. On va associer pacte du travail et holding avec la chronologie des opérations. Celle qui est la plus usitée, c'est l'apport à une holding en report d'imposition. La deuxième, c'est la holding, l'apport à une holding du travail, mais il existe d'autres possibilités. Attention aux obligations déclaratives. Le défaut d'obligation déclarative est sanctionné par la remise en cause de l'avantage. Et attention, on a même une obligation déclarative après le pacte du travail dans 6 ans, et nous verrons quelles sont les conséquences de la rupture du pacte du travail ou de la rupture d'une des conditions du pacte du travail. Nous verrons les entreprises individuelles et nous terminerons par des exemples de stratégies du travail. Les schémas à éviter. Alors, il est toujours bien de prendre l'avantage du travail, certes, mais attention, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer de la pérennité de l'entreprise et notamment, est-ce qu'on a bien pensé à organiser la gouvernance? Sinon, les conflits humains risquent d'entraîner la perte de l'entreprise. Comment transmettre à un enfant à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs? Oui. Comment concilier donation et vente? Oui, pourquoi pas. Et on verra un exemple pour les professions réglementées, notamment les experts comptables. Vous savez que les professions réglementées n'ont pas toute liberté pour ouvrir le capital à des non-professionnels. Il y a des contraintes, notamment pour l'expert comptable, il faut qu'il conserve au moins 50% des droits de vote. Bien grâce à la SAS,
On peut détenir 1% du capital, mais plus de 50% des droits de vote. Donc, le pacte du travail est ouvert, y compris aux professions réglementées. Présentation du dispositif. L'origine, la philosophie du travail, synthèse, montant, calcul des droits de succession ou de donation et le texte de référence. L'origine, la philosophie. Mais avant de voir l'origine et la philosophie, rapidement, le principal avantage fiscal du pacte du travail, c'est qu'il permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit pour la transmission d'entreprise. On verra qu'on a un autre avantage sur la réduction des droits de mutation à titre gratuit. Si je fais une donation en pleine propriété avant 70 ans, j'y reviendrai. Et nous avons 3 dispositifs qui concernent la transmission à titre gratuit, donation, succession, des entreprises. C'est les sociétés, 787, du travail société, 787B du Code général des impôts, 787C, les entreprises individuelles, et on a aussi le 790A du Code général des impôts qui vise essentiellement la transmission à un ou des salariés, cumulable sous condition avec le dispositif du travail. L'origine 2001 et la philosophie. Voilà la philosophie. C'est le maintien à long terme de l'actionnariat stratégique dans l'entreprise. C'est d'assurer un actionnariat stable afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà, stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Réponse ministérielle et conseil constitutionnel. Devoir de conseil. Attention à la responsabilité du professionnel qui n'a pas parlé, évoqué, voire expliqué le pacte du travail à ses clients. Devoir de conseil, devoir d'information et devoir de conseil. Donc, condamné à ne pas avoir proposé le bénéfice du dispositif du travail. C'est systématique. Tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du travail. Même ceux qui n'ont pas d'enfants. On peut tout à fait transmettre à des salariés et l'avantage fiscal est bien plus fort encore puisque pratiquer un abattement de 75% lorsque le taux est de 60% entre étrangers, c'est bien plus intéressant que les attributions gratuites d'actions. Responsabilité encore professionnelle engagée pour défaut de conseil, faute d'avoir informé sur les avantages du dispositif du travail. Synthèse. Alors, le du travail ne concerne que la transmission à titre gratuit, donation, succession des entreprises. Des entreprises opérationnelles, voire des holdings animatrices. Puisque, selon l'administration fiscale, une holding animatrice est une société opérationnelle. On verra les conditions particulières qui s'appliquent aux holdings du travail. Ça concerne les donations, les successions pour des transmissions en pleine propriété, en nue propriété, voire en usufruit. Et le gros avantage, c'est l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. Voici un schéma d'ensemble du dispositif du travail. On a 2 engagements. Un engagement collectif ou unilatéral de conservation de 2 ans au moins, puis un engagement individuel de conservation de 4 ans, en tout 6 ans. Si les conditions de l'engagement collectif sont remplies, alors on peut passer tout de suite à l'engagement individuel de conservation. 3 conditions pour l'engagement collectif de conservation. Détention au moins 2 ans.
Détention, au moins les signataires doivent ensemble détenir au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Et l'un des signataires doit exercer une fonction de direction. Pendant tout l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission. Si ces 3 conditions sont remplies, on peut décider de se placer tout de suite sous l'engagement individuel de conservation. Le pacte il n'y a pas de signature du pacte, simplement dans l'acte de donation ou dans la succession, chacun s'engage à conserver les titres 4 ans. Et l'un d'eux exerce une fonction de direction pendant au moins 3 ans. Pour comprendre, il y a plus de 500 diapositives sur le pacte du trail. Donc je vais vous faire le cours en 2 diapositives, même pas maintenant, je vous le fais. C'est que une fois qu'on signe le pacte du trail, il n'y a pas de raison d'attendre pour donner. Et une fois qu'on donne, coucher pas bouger. Coucher pas bouger, sauf exception. Si jamais le client veut bouger, on rentre dans les exceptions, c'est ce qui justifie les 600 diapositives. Mais en fait, le pacte du trail, c'est un petit sac de billes. Voilà. Vous ouvrez le sac de billes et vous demandez à chacun des associés, alors combien de titres? Et toi combien? Et toi combien? Voilà. Ok, c'est bon. Et on ferme. Il faut bien sûr avoir au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Mais une fois que l'on donne, voilà, le sac, il est fermé. Aucune opération sur titre, sauf exception. Moi-même, qui ai mis des billes dans le sac, je ne peux pas en remettre. Si je veux à nouveau mettre plus de titres que ce que je n'ai fait auparavant, bien, il va falloir que je resigne un nouveau pacte du trail avec l'inconvénient de faire courir le délai à nouveau des 2 ans. Dommage. Voilà. On va voir qu'il y a des exceptions. Voilà. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas en remettre. L'engagement collectif réputé acquis a une contrainte. C'est que la fonction de direction doit être assumée par un des donataires, un bénéficiaire, on va dire. Voilà. Alors, je ne veux pas parler succession. Hein. Moi, je ne fais pas de pacte du trail succession. Moi, je fais que des pactes du trail donation. Et j'attends pas. Je fais signer, je fais donner tout de suite. Parce que l'avantage fiscal, il est au moment de la donation, pas au moment de la signature du pacte du trail. Engagement collectif de conservation. Au moins un associé, l'engagement unilatéral de conservation. Alors moi, je ne fais pas ça. Ce que je fais, un réflexe, attention au réflexe, hein, ça peut faire prendre des mauvaises habitudes aussi, mais je fais rentrer tous les enfants, petits-enfants, au capital pour un titre avant la signature du pacte du trail. Chez moi, tout le monde signe. Tout le monde est signataire du pacte du trail. On verra que si on n'a pas signé, on peut être réputé signataire. Moi, je n'aime pas le réputé signataire. Je fais tout le monde signataire. On verra pourquoi. Et notamment, on peut ainsi consolider la fonction de direction qui, je le rappelle, est le point fragile du pacte du trail. Durée minimale de l'engagement collectif, 2 ans. Alors, on verra les subtilités de la rédaction. Hein. Mais comme je donne tout de suite, je fais donner tout de suite après, j'ai aucun intérêt de faire notamment un engagement collectif de conservation qui va se répéter indéfiniment. Non, je le fais à 2 ans. Et vous verrez qu'il y a plein de pactes qui ont été signés avec le délai des 2 ans qui n'a pas été dénoncé. Donc il court toujours. Il faut le dénoncer pour rentrer, alors que la donation, la transmission a eu lieu. Hein. Bien non, on a oublié de le dénoncer. Donc il faut aller
au service des impôts, le dénoncer. Et à ce moment-là, on rentre dans l'engagement individuel de conservation. Parce que le plus souvent, il a été rédigé qu'il était prorogeable pour une durée courte, certes, mais quand c'est prorogeable, il faut impérativement dénoncer auprès de l'administration fiscale pour mettre fin à l'engagement collectif de conservation et faire courir l'engagement individuel. Participation directe et indirecte, société cotée ou société non cotée. Donc pour les sociétés non cotées, 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Sinon, entreprise cotée, 10 et 20. Et une fonction de direction par la destinataire. Fonction de direction durant les 2 ans de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Donc, au moins 3 ans, puisque si je me place sous l'engagement collectif réputé acquis, il n'y a plus d'engagement collectif, donc les 2 ans, il n'y en a plus. Donc, c'est 3 ans après la transmission. Et ici, la durée de la fonction de direction est de 3 ans. Elle peut l'être de 5 ans s'il y a un engagement collectif et que je donne peut-être au bout des 2 ans l'engagement collectif, par exemple. Société à l'IS, je dois exercer une fonction de direction au sens de l'IFI. Et sinon, à l'IR, je dois exercer mon activité principale durant l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission. Puis, ensuite, après l'engagement collectif de conservation, vient l'engagement individuel de conservation. Donc ici, il n'y a pas de seuil minimum. D'ailleurs, si il est individuel, si un associé rompt le pacte, ça n'a d'impact que pour lui, pas pour les autres. Alors que l'engagement collectif, s'il y en a un qui ne respecte pas, il peut faire plier le pacte pour tout le monde, avec les conséquences de la reprise de l'avantage. Ça va faire mal, vous allez voir. Voilà, c'était l'obligation individuelle de conserver pendant 4 ans. Tout est interdit durant l'engagement individuel de conservation, sauf exception. Alors voici quelques exceptions, les 3 principales exceptions. Celui qui a reçu les titres, le donataire, peut à son tour transmettre, mais uniquement à ses descendants. Deuxième exception, certaines opérations en capital sont autorisées. Et une troisième exception, c'est l'apport à une holding du trail. Voilà, on a tout. L'engagement individuel de conservation, il est pris, souvenez-vous, dans l'acte de donation, impératif. Je m'engage, moi qui reçois les titres, à poursuivre l'engagement collectif de conservation et je m'engage à l'engagement individuel de conservation de 4 ans. C'est pour ça que, une fois que la donation a eu lieu, j'ai tendance à dire « coucher, pas bouger ». Société à l'IS, oui, l'un des associés sous engagement doit exercer la fonction de direction, puisqu'on a vu que la fonction de direction doit avoir lieu 3 ans après la transmission. Et la fonction de direction peut être accomplie, assurée, soit par le donateur, soit par un des donataires. Pas si l'engagement collectif est réputé acquis. On verra que l'inconvénient, d'ailleurs, le principal inconvénient de l'engagement collectif réputé acquis, c'est la fonction de direction qui doit être assurée par l'un des bénéficiaires de l'exonération, donc le donataire. Donc, 3 ans. 2 ans durant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Donc, si je rentre dans l'engagement individuel, c'est au plus 3 ans. Et je vous ai mis ici un résumé du trail entreprise individuelle. L'avantage, il est le même.
c'est l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Et les biens sont exonérés, c'est ceux qui sont nécessaires à l'activité indépendamment de leur inscription au bilan, au registre des immobilisations. Biens nécessaires à l'exercice de la profession, même s'ils sont inscrits au registre des immobilisations et qu'ils ne sont pas nécessaires, ils ne sont pas du triable. Délai de détention, on arrive à 6 ans. On a aussi un engagement de conservation qui se rapproche de 4 ans, qui se rapproche de l'engagement individuel de conservation. Avec une poursuite, c'est ce qui équivaut à la fonction de direction, mais ce n'est pas pareil, c'est la poursuite effective de l'exploitation par le bénéficiaire de l'exonération. Exemple, le calcul des droits de mutation à titre gratuit pour se rendre compte des enjeux du pacte du Trail. Valeur de l'entreprise de nos côtés. Ah oui, je demande toujours des évaluations. Alors moi, je ne fais pas des évaluations parce que je ne veux pas être juge et partie. Voilà, donc je demande toujours une évaluation de l'entreprise. Exemple de calcul et calcul des droits de mutation à titre gratuit. Valeur de l'entreprise de nos côtés. Alors, selon la jurisprudence constante, c'est la valeur par comparaison qui prime. Mais s'agissant d'une entreprise, il est difficile de pouvoir comparer les entreprises entre elles puisqu'on va se baser sur éventuellement les négociations qui ont eu lieu durant les 24 derniers mois. Également, on peut s'interroger sur l'opportunité d'incorporer les comptes courants d'associés parce que les comptes courants d'associés ne font pas au capital. Les comptes courants d'associés ne contribuent pas à la valeur de l'entreprise. Par contre, si j'incorpore les comptes courants au capital, forcément, ça va augmenter la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, faut pas que on verra que la trésorerie ne doit pas être pléthorique. Donc, si on ne peut pas appliquer la méthode par comparaison, alors on aura recours aux valeurs financières. Donc, valeur par comparaison, jurisprudence constante, transactions sur des titres équivalents durant les derniers 24 mois. Et sinon, à défaut de valeur par comparaison, eh bien, on va recourir à la valeur financière, à la valeur vénale. Et le guide de l'administration fiscale, disponible sur Internet, qui date, mais les formules sont toujours valables. D'ailleurs, quand je demande des évaluations, je veux voir toujours figurer la méthode de l'administration fiscale. Et j'ai tendance, ça dépend, sauf si les autres valeurs peuvent se justifier, et j'ai toujours tendance à retenir celle préconisée par l'administration fiscale. Voilà, avec des mixtes, la valeur de rendement et la valeur mathématique. Succession, décès du dirigeant, oui, on peut tenir compte des conséquences du décès du chef d'entreprise pour l'évaluation. Le défunt, sous condition donc, doit avoir assuré l'exploitation du fonds, de la clientèle ou de l'office ou avoir été associé en nom d'une société de personnes. Donation, on peut éventuellement recourir à la procédure de rescrit-valeur et l'administration fiscale a 6 mois pour se prononcer. Ça fait long, 6 mois. Et s'il y a un accord sur la valeur, à ce moment-là, la donation doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la réponse. Voyons maintenant des exemples de calcul de l'économie fiscale engendrée par le pacte du Trail. DMTG, droit de mutation à titre gratuit, exemple. L'entreprise vaut 6,4 millions, elle a été acquise 400 000. Les parents sont mariés sous le régime de la communauté, ils ont 3 enfants.
Donation, pleine propriété, sans Dutreil, 1,4 million. Donation, pleine propriété, Dutreil, 95 000 euros. Donation, nue propriété, sans Dutreil, waouh, c'est bien, 630 000 au lieu d'1,4 million. Mais avec le Dutreil, on arrive à 61 000 euros. Ça veut dire que la différence du montant des droits de mutation à titre gratuit peut être astronomique en l'absence d'un pacte Dutreil. Mais le pacte Dutreil réduit considérablement les différences. Et le plus souvent, il m'arrive de préconiser des donations en pleine propriété plutôt qu'en nue propriété. La raison principale, j'y reviendrai, c'est que, voilà, ne jamais dire jamais, mais je ne commence jamais un pacte Dutreil en démembrement de propriété parce que les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. C'est le seul pouvoir de l'usufruitier. Et une réponse ministérielle, je ne sais pas s'il n'est pas contraire à la loi, mais j'ai une réponse ministérielle qui précise que la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible, y compris après le pacte Dutreil. Voilà. Et comme le différentiel est très faible, voilà. Alors, je peux recourir au démembrement de propriété, mais plutôt dans la chronologie, j'apporte et je donne la nue propriété. Oui, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être aussi statutairement dans la holding, donc limités à l'affectation des bénéfices, mais là, je peux trouver une organisation juridique qui me permette d'avoir des pouvoirs, notamment avec des actions de préférence ou des parts de préférence s'il s'agit d'une holding société civile. Voilà comment le tableau de calcul. Donc, donation de la pleine propriété sans pacte Dutreil. Monsieur et madame, alors on calcule toujours les droits par donataire. Madame et monsieur, ils sont supposés donner chacun par moitié et par revenant à chaque enfant, et paf, et on applique l'abattement de 75% du pacte Dutreil en amont. Et s'il s'agit d'une donation en pleine propriété avant 70 ans, j'ai une réduction des droits, ici 15 000 euros à la fin, et donc on arrive à 95 000 euros, 14 584, au lieu d'1,4 million. Vous vous rendez compte? Et en plus, on verra dans les exemples de stratégie fiscale que la donation efface la plus-value. Vous voyez, si je suis chef d'entreprise, je vends mon entreprise et je meurs, on verra. Si mon entreprise a été acquise 400 000, elle vaut 6,4 millions, on arrive à un total d'impôt de 2,5 millions contre 95 000 euros. Chers clients, que choisissez-vous? On va avoir les contraintes du Dutreil pendant 6 ans. Et si je donne la nue propriété, ben voilà le calcul. Et si 60 000 au lieu de 95 000 euros, vous voyez que les coûts sont relativement proches. Donc voilà. Parce qu'on va voir que le démembrement de propriété n'est pas toujours intéressant fiscalement. Certes, les droits sont moindres ici, mais attention. La donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété donnée. Et si, à un moment donné, mon patrimoine il passe de professionnel à privé et que je reste usufruitier, et que j'investis dans l'immobilier, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, sauf exception. Voilà. Comparatif transmission de la nue propriété, c'est vrai, est apparemment plus intéressante. Mais oui, quand il n'y a pas de Dutreil. Sinon, vous voyez que la différence en vert, elle est très très proche, non? Évidemment, sans Dutreil, ça joue, hein, y compris à 65 ans.
Calcul des droits de mutation à titre gratuit pour une donation en pleine propriété, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Vous voyez le différentiel. Pour 20 millions, on a 8 400 000 de droits de mutation à titre gratuit sans du trail, contre 800 000 avec du trail. On économise 8 millions d'euros. Et nue propriété, on économise quand même 200 000 euros pour une entreprise valant 20 millions d'euros. Alors, c'est pour ça qu'avec 2 enfants ici, donc il faut regarder, il faut calculer, puis il faut voir. Voilà. On ne sait pas. Mais méfiance au réflexe du démembrement de propriété. Je trouve que c'est un mauvais réflexe. Voilà. Il faut pouvoir comparer. Et voilà le montant des capitaux que je peux transmettre sans fiscalité selon le nombre d'enfants. Si en pleine propriété avant 70 ans, si j'ai 3 enfants, je peux transmettre 3 millions d'euros tous les 15 ans sans fiscalité. Et si je transmets en nue propriété et que j'ai 4 enfants, et je suis âgé de moins de 50 ans, je peux transmettre 8 millions d'euros tous les 15 ans. Si j'ai 65 ans, 5 millions d'euros tous les 15 ans. Pas mal. Voici comment on calcule les droits de mutation à titre gratuit. On calcule par donataire. Donc, si c'est une transmission de la nue propriété, on applique le barème du 669 du Code général des impôts, réduction de la base taxable, et tout de suite, abattement de 75% du trail. Après, on va appliquer l'abattement personnel de 100 000 euros, le tarif selon le lien de parenté de 5 à 45% au-delà d'1,8 million. Si c'est une donation pleine propriété du trail avant 70 ans, réduction des droits de 50%. On va faire le rappel des donations de moins de 15 ans. Et enfin, le paiement des droits comptant, différé ou fractionné. Le barème fiscal qui va réduire la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, mais qui vont limiter les pouvoirs de l'usufruitier statutairement à l'affectation des bénéfices. Et voici, selon moi, les problèmes du démembrement de propriété. Je donne la nue propriété et je le sais, eh bien, je vais penser, papa, tu meurs quand? Non, on crée des espérances. L'incertitude sur le montant du revenu également pour l'usufruitier. Le dividende, est-ce que c'est l'usufruitier? Oui, pour les sommes prélevées sur les bénéfices de l'exercice et sur le report à nouveau, mais pour le dividende prélevé sur les réserves, ils reviennent au nu propriétaire. Attention à l'affectation des bénéfices. La perte des pouvoirs de l'usufruitier statutairement limitée à l'affectation des bénéfices. Et vous voyez bien que, attention, parce que en général, celui qui transmet avec réserve d'usufruit, il veut le dividende. Et le nu propriétaire, il voudrait lui réinvestir dans l'entreprise, donc il y a des intérêts opposés. Et si éventuellement il y a en plus une dette pour reprendre l'entreprise, pour désintéresser les frères et sœurs, et que si les parents donateurs veulent prélever le dividende, le repreneur, c'est mal parti. Donc, méfiance. Et la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Pour effacer la totalité de la plus-value, il faut que l'usufruitier meure. Alors vous savez, moi, les stratégies où il faut mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça moyen. Voilà. D'ailleurs, c'est la technique dite du quasi-usufruit. Ah, je ne veux jamais vendre l'entreprise, vite, je donne avant la nue propriété avec une convention de quasi-usufruit. Oui, mais là, on va avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, puisque la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété, pas celle sur l'usufruit.
Et c'est l'usufruitier qui va supporter l'IFI. Dans le cas, bien sûr, où c'est transformé en patrimoine immobilier. Et du travail, pas de réduction de 50% pour donation avant 70 ans. L'abattement de 100 000 € en ligne directe descendante également ascendante, et on ne va pas donner en ligne ascendante, on va éviter. Les tarifs de 5 à 45% au-delà d'1,8 million. Et c'est la seule réduction maintenant qui subsiste, c'est la réduction des droits, des DMTG, de 50% pour une donation en pleine propriété du travail avant 70 ans. La réduction des 50% des droits de mutation à titre gratuit est applicable pour les donations mixtes. Ça veut dire qui portent à la fois sur de la pleine propriété et sur de la nue propriété. Voilà, quand il y a une donation mixte, l'administration fiscale a une position favorable au contribuable, puisque la réduction de 50% des droits s'applique sur les tranches les plus élevées. Donc on va appliquer d'abord les donations nue propriété, et sur les tranches les plus élevées qui bénéficient de la réduction de 50% vont s'appliquer sur les tranches les plus élevées. Selon une cour d'appel de Grenoble, la réduction des droits de 50% s'applique à la fois lorsqu'il y a une donation simultanée de l'usufruit et de la nue propriété. Je pense que cet arrêt ne tiendrait pas aujourd'hui, puisqu'il y a une similitude pour l'article 13.5 du Code général des impôts qui concerne le calcul des premières cessions d'usufruit temporaire. Et ici, la jurisprudence, elle dit bien que lorsque on vend simultanément l'usufruit et la nue propriété, il ne s'agit pas d'une cession de la pleine propriété. Et enfin, le rappel fiscal, ou appelé aussi rapport fiscal, a bien distingué du rapport civil des donations. Donc, reconstitution de l'abattement tous les 15 ans. Et enfin, paiement. Paiement des droits de mutation à titre gratuit, le principe paiement comptant, mais aussi on peut bénéficier du paiement différé, voire fractionné. En principe, les droits de mutation à titre gratuit sont dus par le bénéficiaire, le donataire, mais l'administration fiscale tolère que ces droits peuvent être pris en charge par le donateur. Ce n'est pas considéré comme une libéralité supplémentaire. Paiement différé et fractionné, si au moins 5% du capital, à ce moment-là, deux possibilités, paiement différé de 5 ans avec intérêt annuel et après ce paiement différé, paiement fractionné sur 10 ans avec intérêt, avec des conditions d'exigibilité immédiate si plus du tiers des biens sont cédés, sauf exception. Holding animatrice, éligible au paiement différé et fractionné. Attention, il s'agit de la holding animatrice, définition spécifique pour le paiement différé et fractionné. On verra tout à l'heure la définition d'une holding animatrice, notamment en ce qui concerne l'IFI et les droits de mutation à titre gratuit. La définition est quelque peu différente. Ici, pour le paiement différé et fractionné, on a une définition spécifique. Elle assure la gestion de la trésorerie du groupe. Il vaut mieux que ça figure dans l'objet social. Elle effectue des prestations de services au profit des filles et voilà une différence avec les autres holdings qu'on verra tout à l'heure. Elle se livre le cas échéant à des activités de recherche et de développement au profit du groupe. Paiement différé et fractionné et donation partage avec SOULT, le LBO familial. Je transmets l'entreprise à un enfant, à charge pour lui de verser une SOULT à ses frères et sœurs. Bien, le paiement différé et fractionné ne s'applique éventuellement
qu'à l'enfant qui reçoit les titres, le repreneur, et non pas à ceux qui touchent la soulte. Donner-garder, donner-garder, voilà, donner-garder, c'est la clé. Hein, le Dutreil, chez moi, il est indissociable de la rédaction des statuts pour que le chef d'entreprise, le donateur, conserve les pouvoirs. La SAS et la société civile permettent de dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier et même la jouissance. Sauf pour les clients qui veulent devenir le plus riche du cimetière, ça arrive. Pourquoi posséder si je peux jouir du patrimoine transmis? Voilà. Et je vais doubler l'avantage fiscal, notamment par rapport à une SARL. Une SARL, une part égale une voix, et il n'y a aucune possibilité d'en décider autrement. Une part égale une voix. Donc, je ne peux transmettre que 49% du capital de l'entreprise à mes enfants. Et je perds le pouvoir aux AGE. Dans la SAS, dans la société civile, sauf si vous vous punissez vous-même et vous mettez des AGO, des AGE, il n'y a aucune obligation de mettre des AGO et des AGE dans les statuts de société civile ou de SAS. Ça, c'est sûr. Hein. C'est la collectivité des associés qui va décider. Et en dissociant l'avoir et le pouvoir, je vais pouvoir transmettre avec une SAS 99% du capital, conserver tous les pouvoirs, et je vais pratiquer l'abattement de 75% sur 99% du capital transmis aux enfants au lieu de 49%. Donc je double l'avantage du Dutreil en ayant transformé sans doute la SARL en SAS. Certes, je vais sans doute perdre le régime des TNS, mais vous allez voir que la différence, il n'y a pas photo. Et si le client veut absolument conserver le régime des TNS, eh bien qu'il aille recourir à l'article L228-13 du Code de commerce des actions de préférence de groupe, qui dit que lorsqu'une SAS détient ou est détenue à plus de 50% en capital par une autre société, et notamment une SARL, des droits particuliers peuvent être exercés dans cette SARL, et donc on peut incidemment mettre des préférences en droit de vote du coup dans la SARL. Je transforme la SARL en SAS en termes de pouvoir, mais je conserve le régime des TMS. Nous y reviendrons. Alors je vous ai mis SAS, société civile. Une société civile n'est pas éligible au pacte du Dutreil? Si. La société civile peut bénéficier de l'abattement de 75% du Dutreil si elle détient une entreprise opérationnelle, hein, puisque le Dutreil ne s'applique que pour des sociétés opérationnelles qui exercent une activité libérale, artisanale, agricole, commerciale, industrielle. Mais on va voir que le Dutreil peut s'appliquer pour partie sur un patrimoine de gestion privée, dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. J'y reviendrai. Voici les textes de référence. Si jamais vous voulez éclaircir un point, ça vous aide plutôt que de vous taper toutes les 3 instructions fiscales. Enfin, les 4, celles qui résument, qui présentent, et les 3 autres. J'invite aussi, lorsque vous intervenez sur un Dutreil, à enregistrer la version BOFIP sur votre disque dur. Voilà, B, conditions devant être respectées après la transmission. Après la transmission, coucher, pas bouger, sauf exception. Conservation par les sociétés interposées de leur participation. Les participations doivent rester inchangées tout au long de l'engagement collectif, de l'engagement individuel. Toutefois, la société interposée, alors une société interposée, c'est une holding. Hein. La société interposée peut accroître sa participation
Et parfois même elle peut céder, mais avant la transmission. L'exercice d'une fonction de direction, attention à bien penser la fonction de direction, parce que si je suis seul à pouvoir exercer la fonction de direction et que je décède, eh bien l'avantage est repris. Vous avez vu les conséquences de la reprise d'un avantage, avec éventuellement les intérêts de retard. Il n'y a pas de pénalité, mais la reprise de l'avantage, ça fait mal. Portée de l'exonération, cas particulier des titres de société interposés, les holdings. On a droit à 2 niveaux d'interposition. C'est ce qui est le plus compliqué dans le pacte du travail, les holdings. Cession ou donation de titres, avec l'application de l'abattement de 75%. Apport des titres soumis à engagement à une holding du trail. Et le cas des sociétés interposées. Il y en a partout des sociétés interposées dans les instructions fiscales. Modification de la structure de la société et les exceptions à la remise en cause de dispositifs. Et enfin, la BOFIP numéro 30, les obligations déclaratives. Attention. Alors ça c'est allégé, mais attention. Voici les instructions fiscales. D'abord, des 2 dernières instructions fiscales, celle d'avril 2021. Il y a eu beaucoup de modifications, mais aussi beaucoup de questions qui ont été la plupart levées dans l'instruction fiscale de décembre 2021. Donc, voici les apports principaux. Je vous ai enlevé ceux qui ont été supprimés. De l'instruction fiscale du 6 avril, baisse des seuils de détention requis. Donc maintenant, on en est à 17% des droits financiers et, avant c'était où, c'était mieux, et 34% des droits de vote. Possibilité pour l'associé de société unipersonnelle et à l'associé individuel de souscrire un engagement collectif de conservation. Donc c'est un engagement unilatéral de conservation. Nouvelle définition ouf de l'activité civile prépondérante. On peut bénéficier de l'avantage du travail dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. Et on va voir ce que c'est que l'activité civile prépondérante. Exclusion de la location meublée, qui au plan fiscal est peut-être une activité commerciale, mais au plan civil a toujours été une activité civile. Transmission à une personne morale non éligible au travail, dommage. Je recourais bien souvent à ce dispositif-là, notamment je donnais une action à une personne morale pour qu'elle ait la fonction de direction. Maintien de l'exonération en cas d'échange de titres suite à une OPE, possibilité d'apporter une holding dès la transmission, alors qu'avant il fallait attendre l'engagement individuel de conservation, assouplissement des conditions qui concernent la holding du travail, et prise en compte des titres détenus par une holding pour l'engagement collectif réputé acquis, et enfin suppression de la plupart des obligations annuelles. Et la dernière instruction fiscale, décembre 2021, activité, éligibilité des activités de promotion immobilière et de marchand de biens. L'associé, pas de nécessité pour l'ayant cause d'être associé avant la conclusion d'un pacte du travail. Moi, c'est ma pratique. Transmission, donation de titres soumis à un engagement non signataire de l'ECC qui ne revendique pas l'exonération, pas de remise en cause. Fonction de direction, pas d'obligation pour le donateur de conserver des titres pour exercer la fonction de direction et possibilité, sous condition, d'un mandat à effet posthume. Et on verra les inconvénients du mandat à effet posthume. J'en fais jamais signer. Mais ce n'est pas parce que j'en fais jamais signer, je vous dirai pourquoi, qu'il faut le faire. Méfiez-vous d'Henri Royal. Voilà. Engagement collectif de conservation. Voici le plan de l'engagement collectif de conservation, les conditions générales, les signataires de l'engagement collectif, la transmission de titres, là c'est là où je vais avoir l'avantage, et les opérations autorisées
ou interdites tout au long de l'engagement collectif de conservation. Je rappelle le schéma général de 1. L'engagement collectif suivi d'un engagement individuel de 4 ans, 6 ans au total, ou l'engagement collectif réputé acquis, total 4 ans. On réduit la durée, mais il faut un enfant repreneur. En fait, il y a 5 périodes durant l'engagement collectif de conservation. Avant la signature du pacte du travail, ça c'est bien ça, j'ai aucune contrainte. Je vais envisager s'il convient notamment de créer et d'apporter à une holding. Donc j'ai intérêt à la créer avant la signature du pacte du travail. Et vous verrez que dans ce schéma-là, j'apporte à une holding un report d'imposition de la plus-value, IS, et ensuite je vais donner les titres de la holding. Je peux faire l'inverse. Je peux, et c'est ce qui est plutôt préconisé, ou pas préconisé, mais attendu dans le dispositif du TRAI, avec la holding du TRAI, c'est donner, puis apporter à une holding du TRAI. Il faut regarder. Donc, la deuxième période du TRAI, c'est entre la signature du pacte du TRAI et la transmission à titre gratuit. Ici, il y a plein d'opérations autorisées entre les signataires du pacte du TRAI. Celui qui cède à un non-signataire va perdre le bénéfice de l'avantage. Les autres vont le conserver si, bien sûr, le seuil minimum de détention et la fonction de direction est respecté. La holding va pouvoir aussi vendre des titres, en acquérir. Vous voyez, entre associés, c'est très souple, sauf une exception. Troisième période, entre la transmission, coucher pas bouger, et la fin de l'engagement collectif de conservation. C'est la période la plus dure, sauf exception. Voici les exceptions, les principales exceptions. Certaines opérations en capital sont autorisées et l'apport à une holding du TRAI. Quatrième période, l'engagement individuel de conservation. Il y a aussi coucher pas bouger. Celui qui cède ses titres perd le bénéfice de l'avantage, la reprise de l'avantage. Les autres le conservent, certes, mais là aussi, tout est interdit, sauf exception. Exception, certaines opérations en capital. Celui qui a reçu les titres, le donataire, peut à son tour transmettre, mais uniquement à ses descendants. Et une autre troisième exception, c'est l'apport à une holding du TRAI. Je l'aime pas celle-là, hein? Bon, on verra pourquoi. Et enfin, la cinquième période, la plus belle, c'est que tout est possible. Voilà, l'engagement est passé, toute opération sur titre peut avoir lieu, notamment la vente. Conditions générales de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement unilatéral de conservation. Donc les sociétés, les activités éligibles, au moins un associé signataire, délai au moins 2 ans, moi je fais 2 ans, seuil de participation 17 et 34 et la fonction de direction ou l'activité principale. Le CC, l'engagement collectif, au moins un associé, personne physique ou personne morale, au moins 2 ans. Participation pour les sociétés des signataires, ils doivent réunir ensemble au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour une société cotée 10 et 20. Et l'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires. Pendant les 2 ans de l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission.
Société à l'IS, une fonction de direction. Société à l'IR, ça doit représenter l'activité principale du contribuable. La transmission peut avoir lieu dès la signature du pacte du travail. C'est ma pratique. On rentre tout de suite dans les phases la plus dures. Pourquoi? Parce que je suis pressé de prendre l'avantage fiscal du travail. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, je fais donner tout de suite après la signature. J'attends pas. Et on a vu que lorsque le donateur reçoit les titres, dans l'acte de donation, le petit sac de billes qu'on a fermé, il prend l'engagement de poursuivre l'engagement collectif de conservation, donc les 2 ans, et ensuite, tout de suite, dans l'acte de donation toujours, il prend l'engagement individuel de conservation. C'est pour ça que, ici, couché pas bougé après la transmission, hormis les quelques exceptions qu'on a vues. Et l'un d'eux, l'un des bénéficiaires de l'exonération, doit peut-être exercer une fonction de direction. En tous les cas, c'est sûr, si l'engagement collectif est réputé acquis. Quelles sont les sociétés éligibles et les activités également éligibles? Alors, toutes les activités des sociétés opérationnelles, toutes les sociétés opérationnelles, dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante. Ça, c'est ce qu'on appelle pour les activités mixtes. J'ai une entreprise, elle peut avoir une activité opérationnelle et puis elle peut détenir notamment ou réaliser un chiffre d'affaires qui relève d'une activité civile. Toute forme juridique, sauf 2 exceptions, les sociétés à l'IR et à l'IS, mais à l'IR, attention, on est dans le domaine des plus-values dites professionnelles, BA, BIC, BNC, et la catastrophe, la donation n'efface pas la plus-value. Les holdings animatrices sont éligibles, et on verra aussi les holdings mixtes, qui sont à la fois opérationnels et civils. La holding passive aussi est éligible, puisque j'ai droit à 2 niveaux d'interposition. Une société civile, à l'IR ou à l'IS, détient une société opérationnelle. Je ne peux plus donner la société opérationnelle, je ne peux donner que les parts de la société civile. Je pourrais bénéficier de l'abattement de 75% à proportion de l'actif brut de la société opérationnelle. On verra les formules de calcul. Ensuite, les sociétés françaises et étrangères, l'immobilier d'entreprise, des conditions particulières pour l'immobilier d'entreprise. Il faut impérativement, pour bénéficier du pacte du travail sur l'immeuble de l'entreprise, que cet immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Et on en reparlera. Et également, les forêts sont éligibles au dispositif du travail, en plus de la réduction des droits de mutation à titre gratuit spécifiques aux exploitations forestières. Voilà l'activité opérationnelle prépondérante ou l'activité civile non prépondérante. Alors, c'est des activités commerciales, libérales, artisanales, industrielles, et avec certaines activités sont réputées être commerciales au plan de vue fiscal, alors qu'elles sont civiles au plan civil. Le loueur en meublé, par exemple, est une activité commerciale au sens fiscal, mais c'est une activité civile au plan civil. Exercice de l'activité opérationnelle. L'activité opérationnelle doit être exercée pendant toute la durée du pacte du travail. Et ça suppose l'exercice à titre habituel et accomplir des actes précis, des diligences réelles. L'abandon d'activité, les exercices d'activités nouvelles sont possibles, mais en tous les cas, il faut que l'activité opérationnelle soit toujours prépondérante.
Possibilité d'exercer plusieurs activités, le critère de la prépondérance s'apprécie sur l'ensemble des activités. Possibilité de changement d'activité, dès lors que l'activité opérationnelle ou civile n'est pas prépondérante, que l'activité opérationnelle soit prépondérante. Et si, par exemple, la holding vend des FIB, il faut bien sûr réinvestir sans tarder les liquidités dans les activités opérationnelles. Et précision de l'ancienne BOFIP non reprise, le changement d'activité est possible lorsque l'activité nouvelle est exercée immédiatement ou concomitamment. Donc si ça n'a pas été repris, c'est sans doute que un certain délai est autorisé. L'activité civile prépondérante est exclue. Et en cas d'activité mixte, c'est là où ça se pose. Le problème se pose, c'est quand j'ai une entreprise opérationnelle qui exerce à la fois une activité opérationnelle et une activité civile. Eh bien, voilà, la prépondérance s'apprécie sur deux critères. Cumulatif. Le premier, le chiffre d'affaires. Voilà. Il faut que l'activité opérationnelle représente au moins 50% du chiffre d'affaires. Alors, l'administration fiscale nous dit à titre de règle pratique. En fait, elle a retenu, parce qu'avant c'était quand même dangereux l'ancienne définition, mais je ne reviens pas sur le passé. Donc, elle s'est appuyée sur une décision jurisprudentielle du Conseil d'État et elle reprend à titre de règle pratique. Elle reprend les décisions du Conseil d'État. Il faut, que le chiffre d'affaires de l'activité opérationnelle représente au moins 50% du total de chiffre d'affaires. Et le deuxième critère, c'est une question d'actif brut. Il faut que la valeur vénale de l'actif brut immobilisé et circulant représente au moins 50% de la valeur vénale de l'actif brut total. Donc on va voir des exemples. Et l'actif circulant, eh bien, c'est l'addition des stocks et des créances clients. Donc, exemple, premier, oui, du trade applicable parce que la somme des chiffres en vert sont supérieurs à ceux des chiffres en rouge. Chiffre vert, l'immobilier professionnel qui sert à l'exploitation de l'entreprise opérationnelle, bien, ok. C'est opérationnel. Les clients, ça c'est opérationnel, et ils représentent plus que l'addition d'un immeuble privé. Il y avait des parkings qui faisaient partie de l'ancien immeuble et l'entreprise a conservé les parkings. C'est une activité civile. Et puis, on va aussi additionner la trésorerie. Attention à ce critère-là de trésorerie, la trésorerie non nécessaire. C'était l'administration fiscale de montrer qu'une partie ou toute partie de la trésorerie n'est pas nécessaire à l'activité. Mais il vaut mieux quand même réunir les preuves. Deuxième exemple du trade inapplicable parce que les chiffres rouges sont supérieurs aux chiffres verts. Donc, l'addition de l'immobilier privé et de la trésorerie non nécessaire est supérieure à la somme de l'immobilier professionnel et du poste client. Je reviens sur les critères de la prépondérance. Alors, c'est la valeur vénale de l'actif brut et circulant. Valeur vénale qui pose le problème d'évaluation des actifs, la valeur réelle de l'actif brut. Donc, il va falloir tenir compte pour les immobilisations des plus-values latentes ou des moins-values latentes. Et on ne tient pas compte du passif. Imaginons que l'entreprise détienne un immeuble qui n'est pas destiné à l'exploitation, et qu'en face, il y a eu un emprunt contracté pour l'acquisition de cet immeuble, il y a de fortes chances, du coup, comme on ne tient pas compte de la dette, que l'activité civile devienne prépondérante, auquel cas le Dutreil n'est pas applicable. Mais voyez bien que
je dis une bêtise. La moitié de l'actif est constitué, 49% de l'actif est constitué de biens non nécessaires à l'activité. Je vais pouvoir donner et appliquer l'abattement de 75% sur la totalité de la valeur de l'entreprise et non pas seulement sur les 51. Je ne vais pas m'amuser à ça, hein, mais vous voyez que c'est quand même une situation favorable pour le contribuable. Société à prépondérance civile du travail inapplicable. Donc trésorerie non nécessaire à l'activité, l'investissement immobilier non nécessaire à l'exploitation et placement en valeur mobilière, sauf si ces placements sont nécessaires. Je me suis appuyé sur des anciennes décisions, notamment qui concernent l'ancien impôt sur la fortune, mais opposable à l'administration, mais voilà, ça donne des indications. C'est à l'administration fiscale de démontrer le caractère non nécessaire de la trésorerie et le Dutreil n'est pas applicable si les liquidités et les placements représentent la plus grande partie de l'actif brut. Donc la plus grande partie de l'actif brut. Voilà, avec ici j'ai repris deux exemples. C'est les placements où la trésorerie sont hors de proportion avec l'activité, les besoins de la trésorerie ou le fonds de roulement nécessaire à l'activité opérationnelle, à l'activité sociale. Toute forme juridique est éligible au pacte du Dutreil, sauf deux exceptions, la société en participation et la société créée de fait. Sauf exception. Changement de forme juridique au cours du pacte. Je n'ai pas de précision dans les instructions fiscales, mais probablement le Dutreil applicable. Probablement. Souvenez-vous, hein, au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Au plan fiscal, chez moi, tout ce qui n'est pas autorisé est susceptible ou est interdit. Donc, méfiance. Méfiance. Notamment, le changement d'activité réelle entraîne les effets de la cessation d'entreprise. Société allière à l'IS. Et si la société est à l'IS, on est dans les plus-values dites privées par opposition aux plus-values professionnelles et la donation du Dutreil va effacer la plus-value. Pas s'il s'agit de plus-value professionnelle. Holding animatrice bénéficiaire du régime. Alors c'est une autre définition que celle du paiement différé fractionné. La holding est éligible au Dutreil si elle est animatrice et si l'activité d'animation est prépondérante. Définition de la holding animatrice et définition de l'animation prépondérante. La holding est animatrice. Alors, je vous ai mis ici, alors, vous avez des dossiers, hein, je rédige un certain nombre de dossiers parfois, qui sont des extraits de cours. J'ai un site qui s'appelle La gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Voilà, référencement Internet. Hein. Et vous avez une rubrique dossier, et vous avez une pile de dossiers. Allez-y, piochez, notamment sur la problématique entre holding animatrice et holding passive, avec tous les revirements de la jurisprudence et de la doctrine fiscale. Voici les textes, les principaux textes. Voilà, mais ce que je vais retenir, c'est que la définition de la holding animatrice est la suivante. Elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Elle rend des services internes, comptables, financiers, les prestations de services. Et il faut ajouter une troisième dimension qui ne figure pas dans le texte, mais jurisprudence constante, elle mobilise des moyens spécifiques. Elle mobilise des moyens spécifiques. Donc ça coûte cher de rendre une holding animatrice. D'ailleurs, je m'interroge sur l'utilité d'une holding animatrice. Alors, évidemment, si
j'ai en dessous plein de filiales et j'ai des économies d'échelle à réaliser avec une holding animatrice, notamment sur les conventions de service, mais le critère de convention de service n'est pas suffisant pour qualifier une holding animatrice. Il faut qu'elle participe activement à la politique et à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. C'est ça le critère déterminant. Les deux autres critères restent d'importance, mais ils sont presque subsidiaires. Mais s'il manque la conduite du groupe, la politique du groupe, j'ai des conventions de service, ce n'est pas pour autant qu'elle est animatrice. Voilà. Holding animatrice, conditions à remplir. Animation effective, contrôle des filiales, des services spécifiques et des moyens spécifiques. L'administration fiscale va tout de suite demander « Montrez-moi votre plan stratégique ». Mon quoi? Votre plan stratégique. Ah, c'est quoi ça? Ah, votre plan stratégique. Il faut des preuves de l'animation. L'existence d'un plan stratégique, la mise en œuvre par le dirigeant de la holding et le contrôle et l'obéissance des FIR sur les ordres donnés par la holding. Du travail si l'animation est l'activité principale. Je peux avoir une holding animatrice, mais il faut que cette animation soit principale. Donc, quels sont les critères de l'animation principale? Là encore, issus de la jurisprudence. Et on va avoir le cas de la holding mixte. Celle qui a à la fois une activité d'animation, voire opérationnelle, et une activité civile. Donc l'activité principale de l'animation, du travail, si la valeur des filles opérationnelles représente plus de 50% de l'actif brut total de la holding. Actif brut, actualisé. Et la valeur vénale est appréciée au moment de la conclusion du pacte du travail et la qualité de critères prépondérants de l'animation doit être respectée pendant toute la durée du pacte du travail. Mais notamment, il est apprécié au moment de la transmission à titre gratuit. Et voici en dessous les jurisprudences. Holding mixte, activité opérationnelle et activité civile, pas de précision. Mais on peut penser qu'il y a l'exonération si l'animation est principale ou si l'activité opérationnelle est prépondérante, ou bien les deux, forcément. Et si elle exerce à la fois une activité d'animation et une activité opérationnelle, comme une holding, comme une société opérationnelle peut exercer plusieurs activités, eh bien on va faire la somme à la fois de l'activité d'animation et de l'activité opérationnelle, tout simplement. Voici la jurisprudence et l'activité d'animation principale, Conseil d'État 2018. Voilà, si la valeur des participations animées représente plus de 50% de la valeur vénale de la holding. Valeur vénale, toujours, valeur vénale, valeur actuelle. Et la Cour de cassation, la prépondérance de l'activité opérationnelle par rapport à l'activité civile, faisceau d'indice, et notamment 50%. L'importance de l'arrêt. Une holding qui a pour activité principale l'animation de sociétés opérationnelles doit être assimilée à une société exerçant une activité mixte éligible à du travail, avec le critère de 50% de l'actif brut. Je m'interroge. Peut-on ajouter à cette prépondérance sur les 50% éventuellement la trésorerie affectée à l'exploitation notamment, de biens immobiliers professionnels notamment? Sans doute que oui. Mais la holding animatrice est éligible, certes, mais la holding passive aussi, puisque le dispositif du travail est ouvert aux sociétés interposées, avec deux niveaux d'interposition. Et une holding donc passive, une société civile à l'IR ou à l'IS, est éligible du travail à condition qu'elle détienne directement ou indirectement
une entreprise opérationnelle. Et une holding passive, bien, l'associé ne fait qu'utiliser les prérogatives d'un associé, à savoir le dividende et le droit de vote. On verra après qu'est-ce que ça veut dire les sociétés interposées. Ouverture du Dutreil également aux sociétés étrangères. Immobilier d'entreprise. Oui, l'immobilier d'entreprise est éligible au Dutreil, mais la condition, c'est que, impérativement, l'immeuble doit être inscrit à l'actif de la société opérationnelle. Éligibilité de l'immobilier d'entreprise sous le Dutreil si cet immeuble est inscrit directement ou indirectement à l'actif de la société opérationnelle et que cet immeuble est utile à l'activité de la société opérationnelle. Voilà. L'immeuble n'est pas inscrit, ou alors l'immeuble est détenu dans une société civile qui n'a aucun lien juridique avec la société opérationnelle. L'immeuble n'est pas dutrayable. Si l'immeuble est inscrit directement, colonne de droite, ou indirectement, la société civile qui détient l'immeuble est détenue par la société opérationnelle, oui, l'immeuble, la valeur de l'immeuble est éligible au pacte Dutreil. Alors, sauf exception, je dis souvent, ne jamais dire jamais, certes, mais ne jamais détenir, inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise, sauf exception. L'exception, Dutreil. Une autre exception, c'est lorsque l'immobilier est partie intégrante de l'exploitation. L'entreprise est invendable sans ses murs, sans ses immobilisations. Donc là, oui, on peut penser à inscrire les immeubles à l'actif de l'entreprise. Mais par exemple, j'ai un hôtel, le fonds, il ne vaut pas grand-chose, 250 000, l'immeuble vaut 3 millions d'euros. Si l'immeuble n'est pas inscrit, le Dutreil est inapplicable. Donc je vais tendance à inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Voilà. Comment inscrire l'immobilier à l'actif de l'entreprise? Donc, sauf exception, ne pas inscrire. Exception, partie intégrante de l'exploitation ou Dutreil. L'immeuble d'exploitation non inscrit, non Dutreil. Inscrit, oui Dutreil. Alors, voici la situation qui est assez courante. Le chef d'entreprise détient des parts d'une société civile à l'IR ou à l'IS, ici à l'IR, qui détient l'immobilier nécessaire à l'exploitation et l'immeuble est loué à la société d'exploitation SE qui est à l'IS. Bien, on a deux solutions pour inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Première solution, le chef d'entreprise apporte les parts de la société civile à l'IR à la société à l'IS. En contrepartie de son apport, il va être rémunéré par des parts de la société à l'IS et on aura le schéma IS-IR. Ou, deuxième solution, c'est la société civile à l'IR qui apporte son immeuble. C'est l'apporteur société civile qui est rémunéré par des parts de la société d'exploitation à l'IS et on aboutit au schéma inverse IR-IS. Que préférez-vous? Bon, toujours envisagé jusqu'à la sortie. Donc, apport des parts, apport de l'immeuble, quelles sont les conséquences fiscales à court terme, à long terme. L'associé apporte les parts de la SCI à la société d'exploitation. Et bien ici, on peut avoir, si la société civile est à l'IR, est à prépondérance immobilière, 158B du Code général des impôts,
eh bien, l'apport d'une société civile à l'IR à prépondérance immobilière, une société à l'IS bénéficie d'un sursis d'imposition de la plus-value. Intéressant. Et la donation ultérieure des parts de la société à l'IS va effacer la plus-value en sursis d'imposition. Ou, deuxième cas, la société civile apporte l'immeuble, et bien là on va regarder le délai de détention de l'immeuble par la société. Si l'immeuble est détenu depuis 30 ans, la plus-value est exonérée. Mais vous voyez que le schéma final, c'est, premier cas, j'apporte les parts IS, IR. Deuxième cas, la société apporte l'immeuble IR, IS. Le deuxième cas est plus facile à la sortie. La société à l'IR peut vendre la société à l'IS qui détient l'immeuble. Alors que dans l'autre cas, c'est bien aussi en cas de réinvestissement dans d'autres projets à l'IS. À voir. Voilà. Voici les conséquences fiscales dont je viens de parler. L'apport de titre d'une société civile à l'IR à prépondérance immobilière bénéficie d'un sursis d'imposition, ou si la société apporte l'immeuble, l'exonération après 30 ans de détention. Et alors, il y a une différence entre les droits de mutation à titre gratuit et l'IFI. Attention. Mais vous voyez que les enjeux des droits de mutation à titre gratuit sont bien plus importants que l'enjeu de l'IFI. L'IFI, dans la plupart des situations, on pourra avoir l'exonération outil professionnel. Le Dutreil, il faut impérativement que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Donc ici, l'immeuble est détenu par la holding animatrice et l'immeuble est loué à la fille opérationnelle. Le Dutreil n'est pas applicable sur l'immeuble, puisque l'immeuble devrait être à l'actif de la société opérationnelle. Alors que pour les filles, on a l'exonération de l'immobilier en tant qu'outil professionnel. Donc, il faut regarder les conséquences. Mais l'enjeu, c'est essentiellement les droits de mutation à titre gratuit. Donc, Dutreil non applicable sur l'immeuble, puisqu'il n'est pas inscrit à l'actif de la société opérationnelle pour ses besoins. IFI, exonération de l'immeuble, puisque ici, la holding animatrice contrôle la fille. Immobilier autre que l'immobilier d'entreprise. Donc, est-ce que le Dutreil est applicable à la promotion immobilière? Oui. En marchand de biens? Oui. Aux locations meublées professionnelles? Non. Donc ça, c'est une nouveauté. Location meublée non éligible au Dutreil. Au plan civil, c'est un critère indépendant de la fiscalité. Ça constitue une activité civile au plan civil et maintenant l'administration fiscale l'a exclu du dispositif du Dutreil. Sauf, elle peut avoir une activité opérationnelle si les prestations de services fournies aux clients sont significatives. Auquel cas, on tombe dans l'application d'une société opérationnelle. Voilà, notamment la prestation hôtelière. Au plan fiscal, location meublée, activité commerciale au sens fiscal. Oui. Au plan pour la promotion immobilière, oui, éligible Dutreil. Bien qu'il s'agisse d'une activité civile, mais il s'agit d'une activité commerciale au plan fiscal, éligible au Dutreil. Et les marchands de biens, là, il s'agit d'une activité commerciale. Donc, elle est bien éligible au dispositif Dutreil. Avec les deux critères de qualification, le caractère habituel et l'intention spéculative au moment de l'acquisition. Les forêts, les exploitations forestières, les groupements forestiers. Donc, on a déjà un régime spécial sur les droits de mutation à titre gratuit.
qui est cumulable avec le dispositif du trail, dès lors que l'exploitant exerce son activité principale. Les sociétés et les activités exclues, donc on a vu que les sociétés dont l'activité civile est prépondérante est exclue du dispositif du trail. Et les activités civiles, location de locaux nus, loueur meublé également, professionnel ou non. Les titres et biens exclus, les obligations, bon de souscription d'actions, les comptes courants, il est exclu. Donc peut-être penser à l'incorporer au capital avant la signature d'un pacte du trail. La location et gérance est exclue pour le bailleur. Pour bénéficier d'un pacte du trail sur la location et gérance, faut-il plutôt apporter les titres à une holding en report ou en sursis d'imposition ou un apport d'actifs? Eh bien, l'apport de titres, ça ne va pas le faire. Sur la location-gérance à la holding, le Dutreil est inapplicable. Il va falloir faire éventuellement un apport d'actifs avec un dispositif de fusion-absorption. On peut avoir un seul signataire du pacte ou plusieurs, personne physique, personne morale. Au moins un associé, personne physique ou personne morale. L'engagement collectif ou unilatéral de conservation peut être souscrit par une personne morale. Une société interposée peut exercer une fonction de direction, la SAS. Pas si l'engagement collectif est réputé acquis. Et on a vu un des inconvénients, une des contraintes de l'engagement collectif réputé acquis, c'est que la fonction de direction doit être exercée par un bénéficiaire de l'exonération, donc le donataire. L'abattement va s'appliquer avec deux niveaux d'interposition possibles. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau d'interposition? Donc, on va voir le niveau d'interposition maintenant. Donc, je vais commencer à aborder les holdings, comme c'est ce qu'il y a de plus compliqué, comme ça on travaillera par répétition. Donc, j'ai ma société opérationnelle ici. J'ai une holding. Et j'ai une autre holding. On a droit à deux niveaux d'interposition. La question est de savoir, est-ce que la holding, ici, premier niveau, deuxième niveau, est-ce que la holding, premier niveau, est-elle animatrice ou pas? Si elle est animatrice, elle devient opérationnelle. Et donc, ici, on a l'opérationnel, qui détient une opérationnelle, et ici, on a un niveau d'interposition. Voilà, deux niveaux d'interposition. Alors, l'avantage d'ailleurs d'une holding animatrice, c'est essentiellement pour le pacte du trail. Attention, je ne vais pas rendre une holding animatrice pour le pacte du trail. Soit c'est une réalité, soit ça ne l'est pas. Je ne vais pas essayer de déformer la réalité, quand même. Voilà. Mais le principal avantage de holding animatrice, holding passive, c'est chez moi, essentiellement, uniquement même le Dutreil. Voilà la différence. J'ai une holding passive et j'ai une holding animatrice et toutes les deux détiennent des titres de société opérationnelle. Alors, selon le texte fiscal du Dutreil, le pacte du Dutreil doit toujours être signé par la société interposée premier niveau. Un associé, quoi. L'associé personne morale ou l'associé personne physique de la société opérationnelle. Si elle est passive, c'est donc la holding passive qui doit signer le pacte du trail. Et quand elle détient deux filles, on doit signer deux pactes du trail, seul ou avec d'autres associés.
Alors que si la holding est animatrice, l'engagement de conservation des titres porte sur les titres de la holding animatrice, puisqu'elle est considérée comme une société opérationnelle. Donc, ce sont les associés de la holding animatrice qui vont signer le pacte du trail. On peut, par précaution, signer un pacte ici, si jamais l'administration fiscale remet en cause le caractère animateur de la holding. Hein, je sécurise. Bien, mais vous voyez que ici, si la holding animatrice peut vendre un titre, ou des titres, vendre les titres de la société opérationnelle, si l'activité civile n'est pas prépondérante et qu'elle réinvestit les liquidités, on l'a vu, et que ça représente plus de 50% de l'activité opérationnelle de l'ensemble, ben j'ai le du trail. Alors que là, si la société ici passive, holding passive, vend un seul titre après la transmission, tout le dispositif ici tombe. Voilà le principal avantage. Hein, la holding doit conserver ses participations inchangées à partir de la transmission. En aucun cas, on verra que c'est en fonction du nombre de titres qu'elle détient. Il faut toujours qu'elle conserve le nombre de titres qu'elle a détenus au moment de la transmission. Voilà l'avantage de la holding animatrice. Mais attention, si je viens de créer une holding, on a 3 jurisprudences, elle ne peut pas être animatrice. Même si j'ai tout fait sur le papier pour dire « aïe, 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 oui, elle est animatrice ». Non. Dès lors que vous ne pouvez pas apporter la preuve de l'animation effective, elle ne peut pas être animatrice. Donc, c'est elle qui aurait dû signer le pacte du trail. Et toc. Donc voilà, 2 niveaux d'interposition. Sauf si l'engagement collectif est réputé acquis, parce que pour le calcul du seuil, on tient compte de la participation détenue par la société interposée premier niveau seulement. La participation détenue par la société interposée deuxième niveau, en haut, n'est pas prise en compte pour le calcul du seuil de 17% de droits financiers et 34% des droits de vote. L'engagement collectif doit être signé par la société interposée premier niveau, on vient de le voir, donc par la holding passive ou par l'associé personne physique éventuellement, mais voilà. Et si on a vu si elle est animatrice, le du trail est signé sur les titres de la holding animatrice. Délai de l'engagement collectif, 2 ans, au moins 2 ans. Ça peut être plus de 2 ans, notamment si je veux une transmission par décès. Et donc, dans ces conditions-là, le plus souvent, attention à la rédaction du pacte, j'y reviendrai, bien, ici, tacite reconduction. Mais s'il est reconduit comme ça, il faut impérativement savoir le dénoncer. Voilà. Et moi, je dis 2 ans. Alors, le délai des 2 ans court selon que l'acte est authentique, notarié ou pas. Si c'est un acte authentique, c'est la date de l'acte qui compte. Si c'est un acte sous seing privé, à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui constate l'engagement de conservation. L'enregistrement de l'acte sous seing privé doit être enregistré pour être opposable à l'administration fiscale. Attention. Voilà. La transmission n'a pas lieu dans les 2 ans de l'engagement collectif, 2 possibilités, modification ou prorogation. Voilà le piège, un des pièges de la rédaction du pacte du trail. Soit une modification, un allongement de la durée initiale par un avenant enregistré avant le terme auprès de l'administration. Sinon, prorogation. Prorogation soit de façon expresse ou dès la signature du pacte, prorogation tacite pour une durée déterminée et de préférence des périodes courtes. Et le terme de l'engagement collectif
peut être constitué par la réalisation d'un événement. Attention, la dénonciation doit être notifiée impérativement à l'administration. Alors, modification ou prorogation? Ben, ça dépend. Si c'est une transmission dans les 2 ans, moi je fais un engagement collectif de 2 ans. Il n'y a ni modification ni prorogation et donc pas de notification à l'administration fiscale. Si je fais une transmission au-delà de 2 ans, je vais plutôt préconiser un engagement collectif de 2 ans avec une prorogation automatique par courte période, avec dénonciation notifiée à l'administration fiscale. Et si c'est une transmission par décès, je prends une prorogation automatique tacite à durée illimitée qui va prendre fin sur dénonciation. Dénonciation qui doit être notifiée à l'administration. Seuil de participation. Les entreprises cotées ou non cotées. Non cotées, 17% des droits de vote et 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Entreprises cotées, 10 et 20. Calcul des seuils et calcul des droits financiers et de vote. Pour le calcul des seuils, on retient les titres soumis à l'engagement collectif de conservation qui appartient au défunt ou au donateur, détenus au jour de la transmission par les autres associés signataires de l'engagement collectif, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, et qui sont détenus directement ou indirectement avec 2 niveaux d'interposition, sauf un seul niveau si l'engagement collectif est réputé acquis, car je rappelle, on ne tient pas compte des participations détenues par la société interposée 2e niveau lorsque l'engagement collectif est réputé acquis. Et on tient compte des titres qui ont été déjà transmis pour le calcul, bien sûr, des seuils de 17, de 34 ou de 10 et de 20. Le respect du seuil minimum est calculé au jour de la transmission et doit être respecté tout au long du dispositif. Calcul des seuils en présence d'une société interposée. Donc ici, M détient 20% de la société interposée qui détient 60% de la société opérationnelle. C'est la holding premier niveau d'interposition qui signe le pacte du travail avec monsieur qui détient 30%. Calcul du seuil dans O, 30 plus 60, 90%. Attention, pour l'exonération, pour le calcul de l'exonération, lorsque j'ai une société interposée, voire 2 niveaux d'interposition, on ne calcule pas ça comme ça. On aura des formules de calcul en fonction de l'actif brut de la société opérationnelle. Si H est une société interposée qui détient des titres opérationnels soumis à l'engagement collectif et d'autres non soumis à l'engagement collectif, une ventilation est nécessaire pour retenir uniquement les titres soumis à l'engagement collectif pour le calcul des pourcentages requis. Droits financiers et droits de vote. Vous avez vu que les droits de vote doivent être le double des droits financiers. Alors, le plus souvent, on pense aux actions à droit de vote double, notamment qu'on peut rencontrer le plus souvent dans les sociétés anonymes. Mais rien n'empêche que de mettre une catégorie d'actions qui ont par exemple chacune 10, 100, 1000 droits de vote par rapport aux actions ordinaires. Attention à la rédaction de tout ça, parce qu'il va falloir justifier que les actions qui détiennent 100, 1000 droits de vote, voire 1000 droits financiers, ne valent pas plus cher que les actions ordinaires. Attention à la rédaction des statuts. Droit de vote, donc droit de vote multiple, droit de vote privilégié, action de préférence, et le droit à dividende. Là aussi, pas de limitation dans les préférences. Attention, bien souvent, on prive certaines actions du droit de vote. Mais danger, moi je ne prive jamais d'actions de droit de vote.
Voilà, tout le monde vote chez moi. Simplement, il y en a qui votent plus que d'autres. Puisque dans les SAS, notamment, on peut faire en sorte que la moitié des actions soient privées de droit de vote. Pas faire ça. Et je l'avais souligné déjà précédemment, pour les professions réglementées, qui sont contraints à des détentions le plus souvent en capital, les professions libérales de la santé, notamment les médecins, ils peuvent ouvrir seulement 25% du capital de leur société. Mais les experts comptables, il faut qu'ils soient majoritaires en droit de vote. Donc avec des actions de préférence, c'est très facile. Fonction de direction pour les sociétés à l'IS ou l'activité principale pour les sociétés à l'IR. Donc la fonction doit être exercée de façon continue et effective à titre principal avec des diligences précises, soit par l'un des signataires de l'engagement collectif ou individuel de conservation, exception. Si l'engagement collectif est réputé acquis, la fonction de direction doit être exercée par les bénéficiaires de l'exonération, donc le donataire. Et la fonction de direction pendant les 2 ans de l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission, donc entre 3 et 5 ans. Voilà. Si on a un engagement collectif plus un engagement individuel, eh bien à ce moment-là, c'est le donateur ou l'héritier. Et si c'est un engagement individuel de conservation avec l'engagement collectif réputé acquis, la fonction de direction, on vient de le dire, doit être exercée par le bénéficiaire de l'exonération, le donataire ou l'héritier. Donc là aussi, si j'ai les deux, l'engagement collectif et l'engagement individuel de conservation, avant la transmission, bien la direction c'est forcément un signataire de l'engagement collectif. Entre la transmission et la fin de l'engagement collectif, c'est l'un des signataires de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel de conservation. Si c'est l'engagement individuel de conservation, pareil, c'est soit un des signataires de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel de conservation, sauf si l'engagement collectif est réputé acquis. Voilà. Le donateur ne peut pas exercer la fonction de direction en cas d'engagement collectif réputé acquis. Durée, 2 ans durant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Donc si je donne les titres juste après la conclusion du pacte du Treil, bien à ce moment-là, ça fera 3 ans, puisque c'est 2 ans durant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Et j'ai fait la transmission juste après la signature du pacte du Treil, 3 ans au total. C'est ma pratique. Nature des fonctions, société allière, activité principale, société alliée, fonction de direction. Société allière, à titre de profession, à titre principal et de manière effective. L'activité salariée est exclue, ce n'est pas une fonction de direction, ce n'est pas une activité principale. S'il y a plusieurs activités, c'est celle qui représente éventuellement la plus grande part des revenus. Société à l'IS, président, directeur général délégué, gérant de SARL. SARS, le nombre d'associés dirigeants ne peut pas excéder celui d'une société anonyme. Président du conseil de surveillance, est-il éligible à la fonction de direction? Il faut regarder, il faut qu'il apporte la preuve de l'exercice effectif de la fonction de direction. Voilà, la direction doit être effective. Tout dépend du rôle du président du conseil de surveillance. La personne qui exerce la fonction de direction doit avoir été régulièrement nommée à la fonction.
consacrer une activité et des diligences constatées et réelles, une direction, une animation effective. Il n'y a pas de condition tenant à la rémunération du dirigeant. La fonction de direction peut être exercée par une personne morale, la SAS notamment. En cas d'engagement post-mortem, c'est-à-dire que lorsque le Dutreil a été souscrit dans les 6 mois qui suivent le décès, attention danger, eh bien, la fonction de direction est de 3 ans de durée minimale à compter de la signature de l'engagement collectif de conservation. La SAS est les fonctions de direction, une fonction au moins équivalente en termes de représentation à l'égard des tiers, au moins équivalente à celle de la société anonyme. Pas directeur général adjoint. Voilà, une question de représentation de la société à l'égard des tiers. Exercice continu de la fonction de direction. On peut changer de direction, mais attention, la vacance ne peut pas excéder 3 mois. Et lorsqu'un nouvel associé se joint à l'engagement collectif de conservation, attention, la durée minimale d'exercice de 2 ans est reconduite. C'est pour ça, dès lors que on peut accepter un nouvel entrant dans certaines conditions au pacte Dutreil. Ne le faire que si c'est obligé d'accueillir quelqu'un pour au moins l'exercice de la fonction de direction ou pour remplir la condition de seuil minimum. Sinon, si vous acceptez que quelqu'un se joigne au pacte, non. Puisque ici, la fonction de direction doit être reconduite. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut re-signer un nouveau pacte. Parce qu'on verra qu'on peut signer un pacte sur des mêmes titres ou sur des titres différents. D'ailleurs, pour consolider le pacte Dutreil, on peut faire des pactes croisés comme ça. Décès du dirigeant. En cas de décès de dirigeant, la fonction de direction doit être exercée par un autre signataire, et elle doit débuter statutairement et effectivement dans les 6 mois qui suivent le décès. Et le point de départ, délai de 3 ans, est reporté à la date de prise effective des fonctions. L'exercice effectif de la fonction de direction. Attention, risque de remise en cause si un seul signataire exerce la fonction de direction. C'est le point fragile. La fonction de direction est le point fragile du pacte Dutreil. Donc peut-être que consolider avec une direction confiée à une personne morale. Mais en tous les cas, il faut bien qu'il y ait une fonction de direction, non pas dans la holding, mais dans la société opérationnelle qui soit signataire du pacte Dutreil. Donc, il faut regarder s'il n'y a pas des salariés au sein avec des clauses d'inaliénabilité qui sont susceptibles d'exercer la fonction de direction. Voilà. Et c'est pour ça que je fais rentrer tout de suite les enfants, notamment au capital de la société, avant la signature du pacte Dutreil pour un titre, parce qu'on a vu que dans certaines conditions, la fonction de direction doit être exercée par un signataire de l'engagement collectif de conservation. Signataire, et non pas réputé signataire. Donc je consolide la fonction de direction en faisant entrer préalablement tous les enfants. À un moment donné, peut-être qu'ils pourront exercer la fonction de direction en tant que signataire. Voilà, sécuriser et éventuellement la holding signataire SAS. Exercée par une personne morale. Et éventuellement, le mandat à effet posthume en cas de décès du dirigeant, seulement si aucune personne de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement individuel de conservation est incapable d'exercer la fonction de direction. Mais attention, Piège, pour moi, du mandat à effet posthume. Alors, vous avez des dossiers sur les mandats à effet posthume, le mandat post-mortem, sur le site que je vous ai cité préalablement, Gestion des patrimoines,
du chef d'entreprise, et vous verrez les gros inconvénients, c'est des faux amis. On croit avoir réglé le problème. Pas du tout, puisque, attention, il y a certains actes qui sont interdits d'être exercés par le mandant, et notamment les actes de disposition. Voilà les problèmes du mandat à effet posthume. Durée 2 ans, éventuellement prorogeable 5 ans par décision du juge. Révocation, notamment par le juge. Impossibilité d'accomplir les actes de disposition. Ça, un acte de disposition, c'est celui qui entraîne une modification substantielle de la nature des choses. Des décisions stratégiques, une vente, un apport, une fusion. Impossible. C'est un piège. Les signataires de l'engagement collectif de conservation.